Quand mes parents ont découvert que mes économies étaient gelées, ils ont payé le gérant de mon immeuble 1500 € pour qu'il change les serrures avant que je ne rentre. Maman a souri, être à la rue t'apprendra l'obéissance. Papa a ajouté. Les sols en béton élèvent de meilleurs enfants. Une semaine plus tard, j'achetais ma propre maison. 1 minute après, maman s'est mise à pleurer. 3 minutes plus tard, papa a hurlé, « Qu'est-ce que tu as fait ?» Les sacs poubelles étaient sur le trottoir, quand les phares les ont éclairés. 3 sacs noirs, affalés contre la bouche d'incendie, tels des ivrognes attendant le bus. Mes vêtements étaient dans le premier. Mes chaussures dans le deuxième. Le troisième contenait mes livres, mon manteau d'hiver, et la photo encadrée de ma grand-mère, qui trônait habituellement sur ma table de chevet. Les sacs étaient grossièrement noués sur le dessus, et la pluie de l'après-midi s'était accumulée dans les plis, s'infiltrant à travers le plastique pour détremper tout ce qui se trouvait en dessous. Une manche de mon blazer de travail pendait hors du premier sac, traînant sur le béton mouillé. C'était ce blazer que j'avais porté lors de ma première conclusion de contrat chez Lakewood Title. Celui dont Maxine m'avait dit qu'il me donnait un air professionnel. Ce soir-là, un lundi, il s'imbibait de l'eau du caniveau. La clé de mon appartement ne fonctionnait plus. La serrure avait été remplacée. Du laiton neuf, encore brillant, sentant encore le sac de quincaillerie dont il provenait. Le pêne dormant, juste au-dessus, était neuf lui aussi. 2 serrures. Quelqu'un avait payé pour 2 serrures. Tout ce que je possédais se trouvait sur ce trottoir, ou derrière cette porte. C'est cette pensée qui m'a coupé le souffle. Pas les sacs. Pas les serrures. Pas même la pluie, transformant mon blazer en un vulgaire chiffon. Mais tout le reste. 4 années passées à me bâtir une vie par mes propres moyens, réduite à quelques sacs poubelles et un pêne dormant en laiton. Et, à l'autre bout de la ville, posé sur une étagère dans le couloir de la maison de mes parents, se trouvait le seul objet qui comptait plus que tout ce qui restait derrière cette porte. Une petite chaumière en céramique, peinte à la main, pas plus grande qu'une tasse à café, que ma grand-mère Clara m'avait offerte, quand j'avais 9 ans. Elle l'avait déposée entre mes mains, sur la véranda arrière, ses doigts enroulés autour des miens, et m'avait dit, « Un jour, tu auras tes propres murs, Ivy. Et personne n'aura le droit de t'en prendre la clé. » Clara est décédée 4 ans plus tard. Le cancer l'a emportée comme il emporte les grands-mères. Lentement, puis tout d'un coup. La dernière chose qu'elle m'ait dite fut, « As-tu gardé la petite maison ?» La chaumière en céramique était restée sur cette étagère du couloir, pendant toute mon enfance. Lorsque j'ai déménagé dans la rue Mill il y a 4 ans, je l'ai laissée là, parce que je pensais que je continuerais à venir pour les dîners du dimanche. Parce que je croyais que laisser quelque chose derrière moi, signifiait que je n'étais pas totalement parti. Parce qu'une part de moi, croyait encore que cette étagère était un endroit sûr. À présent, l'étagère se trouvait dans une maison, appartenant à des gens qui venaient de mettre mes vêtements dans des sacs poubelles. Et la maison en céramique, était le seul morceau de Clara qui me restait au monde. Sal Benedetto, le gérant de l'immeuble, a décroché à la 4e sonnerie. Sa voix avait le ton plat d'un homme, qui sait exactement pourquoi on l'appelle. Sal, mes serrures ont été changées. Mes affaires sont sur le trottoir. Tes parents sont venus cet après-midi, Ivy. Ton père a dit que tu étais expulsé pour non-paiement. Il avait les papiers. Mon loyer est à jour. J'ai les reçus. Vous n'avez pas vérifié. Un silence. Puis, ils m'ont payé 1500 € en liquide, Ivy. Ils ont dit que c'était une urgence familiale. Vous avez changé les serrures d'une locataire en règle, sans décision de justice, parce que quelqu'un vous a tendu du liquide. Je croyais que c'était une histoire de famille. C'en était une. Et vous allez en entendre parler par mon avocat. La ligne a coupé. Mes jambes m'ont ramené vers le trottoir. La pluie tombait toujours. Les sacs étaient toujours là. Et, de l'autre côté de la ville, sur une étagère de couloir dans une maison où je n'étais plus la bienvenue, la chaumière en céramique de ma grand-mère reposait dans l'obscurité. Le message de ma mère est arrivé par SMS, 14 minutes plus tard. L'écran affichait « Être à la rue t'apprendra l'obéissance ». Celui de mon père a suivi 2 minutes après. Les sols en béton élèvent de meilleurs enfants. 2 textos, pas d'appel téléphonique, aucune explication. Ils n'ont même pas eu la décence de me le dire en face. Ils ont tapé ça avec leurs pouces, et ont appuyé sur « Envoyer »,
comme on annule un abonnement. C'était un lundi. Le lundi suivant, j'étais propriétaire d'une maison. Et quand ma mère a vu l'acte de propriété, elle a pleuré. Et quand mon père l'a lu, il a hurlé 3 mots, qui ont résonné sur le carrelage de la cuisine d'une maison qu'il était sur le point de perdre. Mais le chemin parcouru entre ces 2 lundis est la véritable histoire. Si vous êtes nouveau ici, bienvenue sur Le Coin Reddit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification, car cette histoire ne parle pas d'une porte verrouillée. Elle parle d'une femme, dont les parents ont volé plus de 23 000 € sur son compte épargne, soudoyé un gérant d'immeuble, et appelé cela « les valeurs familiales ». Et de cette même femme, qui a acheté une maison, avec de l'argent dont ils n'ont jamais soupçonné l'existence. Mon nom importe peu, mais mon métier, si. Je suis officier d'entiercement principal, chez Lakewood Title & Escrow. Ma patronne, Maxine Orozco, a fondé l'entreprise il y a 11 ans, avec une table pliante et un fax. Aujourd'hui, Lakewood gère entre 40 et 60 clôtures de dossiers par mois, réparties sur 3 comtés. Mon travail consiste à siéger au centre de chaque transaction immobilière, et à m'assurer que l'argent va là où il est censé aller. Recherche de titres, vérification des privilèges, décaissement de fonds, enregistrement des actes de propriété. Chaque euro, chaque document, chaque signature, passe sur mon bureau avant qu'une maison ne change de main. Cette profession est la raison pour laquelle mes parents ont perdu. Quand j'avais 16 ans, mon père, Frank, a ouvert un compte d'épargne conjoint, à la First National Credit Union. Mon nom y figurait. Son nom y figurait. Le nom de ma mère, Denise, y figurait. Frank disait que c'était pour mon avenir. Il disait que c'était là, que les adultes responsables plaçaient leur argent. Il disait qu'il m'enseignait la discipline. Ce qu'il m'enseignait en réalité, c'était l'accès. Car un compte conjoint signifie que chaque nom qui y figure peut effectuer des dépôts, des retraits, et imposer des blocages. Je ne comprenais pas cela à 16 ans. Je l'ai compris à 28 ans, assise sur le lit d'amis de Maxine, avec des chaussures mouillées et un téléphone déchargé, fixant une application bancaire qui affichait « Activité du compte suspendu ». Veuillez contacter votre institution financière. Mais avant de vous parler de cette nuit-là, laissez-moi vous parler de la famille, que je n'étais pas censé quitter. Frank Caldwell avait dirigé l'atelier d'une usine pendant 22 ans. Il supervisait 30 ouvriers, qui boulonnaient des quartés de transmission sur une chaîne de montage. Et il dirigeait sa maison, exactement de la même manière. Des emplois du temps affichés sur le frigo. Des couvre-feux respectés à la minute près. Le dîner à 18h15. Pas 18h14, pas 18h16. Extinction des feux à 22h. Si vous n'étiez pas d'accord avec Frank, vous n'exprimiez pas un simple désaccord. Vous étiez insubordonné. Et l'insubordination, dans la maison Caldwell, avait des conséquences. Privation de sortie, traitement par le silence, mise à l'écart. Un silence glacial qui pouvait durer une semaine, durant laquelle Frank parlait à tout le monde dans la pièce, sauf à l'enfant qui avait franchi la ligne. Denise n'était pas l'exécutante. Denise était l'interprète. Elle venait dans votre chambre, après le verdict de Frank, et disait « Ton père t'aime ». Il ne sait juste pas comment le montrer. Comme si l'amour était une compétence à laquelle il n'avait pas été formé, plutôt qu'un choix qu'il refusait de faire. Denise rendait le silence tolérable, ce qui est une autre façon de dire, qu'elle rendait possible le fait de rester. Kirk, de 3 ans mon cadet, était né sensible dans le dos. Il jouait au football. Il allait dans une université d'État, dont Frank pouvait se vanter à la VFW. Il conduisait le pick-up pour lequel Frank s'était porté garant. À 25 ans, il vivait chez ses parents, sans payer de loyer, sans faire de corvée, et sans qu'on lui pose de questions. Kirk était l'enfant qui était resté. Et dans la maison Caldwell, rester était la seule monnaie d'échange qui comptait. Quand j'ai déménagé à 24 ans, Frank n'a pas dit au revoir. Il a dit, tu reviendras. Denise a dit, appelle-nous quand tu auras besoin d'argent. Kirk n'a rien dit. Il mangeait des céréales au comptoir, et n'a pas levé les yeux de son téléphone. Personne ne croyait que je pouvais m'en sortir toute seule. Et pendant 4 ans, j'ai laissé ce silence être ma réponse. J'ai payé mon propre loyer. J'ai bâti ma propre carrière. J'ai économisé mon propre argent. Et chaque dimanche, je conduisais jusqu'à Winslow Drive pour le dîner. Et je subissais les questions,
me demandant quand j'allais rentrer à la maison. Comme si mon départ était une blessure que je leur avais infligée, et que rester éloigné en était l'infection. La maison en céramique trônait toujours sur l'étagère du couloir, à Winslow Drive. À chaque dîner du dimanche pendant 4 ans, je passais devant, j'effleurais son vernis du bout d'un doigt, et je continuais ma route vers la cuisine. Cette lueur de la porte peinte sous la lumière du hall, c'était la voix de Clara. La preuve que quelqu'un dans ma famille avait cru un jour que j'allais bien m'en sortir. Maxine m'a trouvé sur son porche, à 21h30 ce lundi soir. Elle ne m'a pas demandé ce qui s'était passé. Elle a regardé les sacs poubelles dans mon coffre, a regardé mon visage, et a dit, la chambre d'amis est prête. Nous réglerons ça demain matin. C'est ça, Maxine. La femme qui voit le problème, et ouvre la porte en même temps. 3 ans plus tôt, alors que je n'étais encore qu'une gestionnaire de dossiers junior faisant des erreurs sur les formulaires HUD1, Maxine m'a fait asseoir après qu'une clôture ait mal tourné. Et elle m'a dit, tu es doué pour ça, Ivy. Les chiffres te font confiance. Arrête de t'excuser d'avoir raison. Personne dans ma famille n'avait jamais dit une chose pareille. Mon père appelait mon travail, brasser de la paperasse. Ma mère l'appelait, compter l'argent des autres. Maxine l'appelait une carrière. Et elle me payait en conséquence. Mardi matin, je me suis rendu à la First National. La directrice de l'agence, Terry Bowen, a ouvert mon dossier. Le gel avait été mis en place, 13 jours plus tôt. Une suspension pour activité suspecte, déposée par Frank Caldwell et Denise Caldwell, co-titulaires du compte. Ils affirmaient avoir des raisons de croire que le compte était consulté à l'insu du titulaire principal. Le titulaire principal, c'est moi. J'ai objecté, en vertu de la convention de compte conjoint, n'importe quel co-titulaire peut demander une suspension pour examen. Terry a répondu, nous sommes tenus de la traiter. Et le solde? 47 000 €. Pouvez-vous me montrer l'historique des retraits, pour les 6 dernières années? Terry a imprimé 19 pages. La pile reposait sur le siège passager de ma voiture, de la même manière que des preuves reposent sur un bureau, avant de devenir une arme. Maxine a fermé le bureau tôt, cet après-midi-là. Elle a préparé 2 tasses de café, en a posé une sur la table devant moi, et s'est assise en face de moi avec l'autre. Elle n'a pas prononcé un mot, pendant que j'examinais les pages. Maxine comprend la paperasse, comme les chirurgiens comprennent les radiographies. Elle savait ce que diraient ces pages, avant même que j'aie fini de les lire. Car elle avait déjà vu ce genre de schéma, dans des litiges de propriété et des procédures de divorce. L'argent disparaît lentement, quand quelqu'un ne veut pas que vous le remarquiez. 6 années de retrait que je n'avais jamais effectuées. De petits montants, espacés dans le temps. Jamais assez importants pour déclencher une alerte à la fraude. Jamais assez rapprochés, pour former un schéma visible. À moins de disposer toutes les pages côte à côte sur une table de cuisine, et de tracer une ligne à travers les dates. 200 € en mars 2020. 400 € en juillet 2021. 350 € en septembre 2021. 1100 € en décembre 2021. 800 € en février 2022. Et en décembre 2022, 450 € en avril 2023. 1100 € en décembre 2023. Et ainsi de suite. Retrait, après retrait. Chacun signé, soit par Frank Caldwell, soit par Denise Caldwell. Chacun traité, par un caissier qui n'avait aucune raison de remettre en question l'accès d'un cotitulaire à un compte conjoint. 23 412 €. Disparu. Retiré par mes parents, utilisant un accès qu'ils avaient configuré quand j'étais au lycée, depuis un compte alimenté exclusivement par mes dépôts directs. Chaque chèque de paie de la Lockwood Title avait nourri ce compte. Chaque retrait avait nourri la cuisine de mes parents, les prêts de mon frère, et la seconde hypothèque dont j'ignorais l'existence. Maxine a regardé la dernière page, et a dit, ce n'est pas de la négligence, Ivy. C'est un planning. Elle avait raison. Les retraits de décembre s'élevaient à 1100 € chaque année. Le montant exact de la prime annuelle d'assurance habitation, du 1847 Winslow Drive. Mes parents payaient leur assurance avec mon argent. Ils l'avaient planifié. J'ai failli balancer les papiers à travers la pièce. Mon bras était levé en arrière, les pages déployées en éventail dans mon poing, et le jet était prêt. Mais la maison en céramique a clignoté derrière mes yeux.
La voix de ma grand-mère Clara, un jour, tu auras tes propres murs. Et les murs ne se construisent pas en jetant les choses. Les murs se construisent en empilant les preuves, jusqu'à ce que la structure tienne bon. Si vous avez vécu quelque chose de similaire, assurez-vous d'être abonné à Le Coin Reddit. Activez les notifications, car la prochaine partie de cette histoire est celle où tout bascule. Mercredi matin, j'ai appelé Perry Schaffer, avocat spécialisé en droit immobilier et en fraude à la consommation. Perry avait géré un litige de propriété pour Lakewood, 2 ans plus tôt, et Maxine lui confiait ses propres contrats. Il a écouté les faits. Il a dit 3 choses. Premièrement, l'expulsion. Le changement de serrure est illégal. Ton bail était en règle. Sal Benedetto a changé tes serrures, sans ordonnance du tribunal. C'est une expulsion illégale. Il s'expose à une responsabilité civile. Et à la perte potentielle de sa licence de gestion immobilière. Je déposerai une plainte cette semaine. Deuxièmement, les retraits non autorisés. Plus de 23 000 € prélevés sur un compte conjoint, à ton insu et sans ton consentement. Nous pouvons déposer une plainte pour fraude à la consommation, auprès de la commission bancaire de l'État. Et engager une action en recouvrement civil, contre tes parents. Troisièmement, le gel du compte lui-même. Tes parents ont utilisé leur statut de cotitulaire, pour suspendre un compte financé exclusivement par tes revenus. La banque aurait dû te contacter avant de traiter la demande. J'enverrai une lettre à First National, exigeant la levée immédiate de la suspension. Et le retrait de tes parents du compte. 3 mécanismes, 3 dépôts de plainte, 3 conséquences. Mais je n'avais pas fini de chercher. Parce que, quand on passe sa vie à tracer de l'argent, la question n'est jamais seulement de savoir où il est allé. La question, c'est pourquoi. Pourquoi mes parents avaient-ils besoin de plus de 23 000 €? Pourquoi avaient-ils gelé mon compte maintenant, après 6 ans de prélèvements discrets? Pourquoi avaient-ils dépensé 1 500 € pour changer les serrures d'un appartement qu'ils ne possédaient pas? Cela représente plus de 24 000 € en vol, et en pot de vin. Les gens ne dépensent pas ce genre de somme, uniquement pour le contrôle. Le contrôle ne coûte pas si cher. Le désespoir, oui. Jeudi après-midi, assise à mon bureau chez Lakewood, j'ai effectué une recherche de titres sur l'adresse de mes parents, 1847 Winslow Drive. C'est ce que je fais 50 fois par semaine. Je consulte les registres du comté, les dépôts d'hypothèques, les saisies de privilèges, et les chaînes de propriété. Je lis l'histoire financière d'autres familles, comme un médecin lit un dossier médical. D'ordinaire, il s'agit de maisons d'inconnus, de chiffres sans visage. Aujourd'hui, c'était la maison où j'avais appris à faire du vélo dans l'allée. Où j'avais été puni pour être rentré après le couvre-feu. Où j'avais enduré 9 ans de dîners dominicaux, pendant lesquels mon père corrigeait ma posture, et ma mère traduisait son silence en amour. Les registres racontaient une histoire, que personne dans cette maison ne m'avait racontée. Première hypothèque, 142 000 €. Contractée il y a 12 ans. À jour, payée à temps. Deuxième hypothèque, 78 000 €. Contractée il y a 3 ans. Prêteur, Ridgeline Home Equity. Mensualité, 1 800 €. 4 mois d'arriéré. Un avis de défaut de paiement avait été déposé 6 semaines plus tôt. Le compte à rebours de la saisie immobilière était lancé. Mon père, l'homme qui supervisait un atelier d'usine et gérait sa maison comme un tableau de service, avait emprunté 78 000 € sur la maison où il avait élevé ses enfants. Les documents de prêt indiquaient que l'objectif était un regroupement de dettes. Lorsque j'ai croisé la date avec les dossiers de l'organisme de prêt étudiant de Kirk, que Perry a obtenu le lendemain, le calcul était aussi limpide qu'un relevé de clôture. Les prêts étudiants de Kirk, 62 000 €. 4 ans dans une université d'État avec chambre et pension, plus 2 semestres de cours d'été. Il n'avait jamais mentionné le pick-up de Kirk. 14 000 €, acheté le mois même où la seconde hypothèque a été financée. Le tout totalisait 76 000 € sur les 78 000. Mes parents avaient hypothéqué leur maison pour financer l'éducation de mon frère et son moyen de transport. Et maintenant, les remboursements les dévoraient tout cru. 1 800 € par mois. En plus de la première hypothèque, des charges, des impôts fonciers et de l'assurance, que mes 1 100 € volés chaque mois de décembre servaient à couvrir. Tout cela, sur une pension de superviseur d'usine à la retraite, et un salaire de secrétaire de paroisse à mi-temps, qui,
ensemble, ne couvraient pas ce qu'ils devaient. Ils ne m'avaient pas mise à la porte, parce que j'étais désobéissante. Ils m'avaient mise à la porte, parce qu'ils avaient besoin que je revienne dans cette maison. Pour payer un loyer, couvrir les factures, et combler le fossé entre le revenu et la seconde hypothèque, créée par l'éducation de Kirk et son pick-up. Mon compte d'épargne, celui qu'ils écrémaient depuis 6 ans, était censé être la passerelle. Lorsqu'ils l'ont gelé, ils croyaient s'emparer de cette passerelle. Ce dont ils s'étaient réellement emparés, c'était de preuves. Être à la rue t'apprendre à l'obéissance, n'était pas une philosophie. C'était un business plan. Les sols en béton élèves de meilleurs enfants, n'étaient pas une méthode d'éducation. C'était une demande de rançon. J'ai failli appeler mon père, ce soir-là. Mon pouce a plané au-dessus de son nom pendant 11 secondes. Mais le numéro sur l'écran, était le même que celui qui avait envoyé par texto, les sols en béton élèves de meilleurs enfants, une semaine plus tôt. Appeler ce numéro, reviendrait à demander la permission d'être en colère. La colère ne demande pas. La colère dépose un dossier. Vendredi matin, Maxine est entrée dans mon bureau et a posé un imprimé sur mon bureau. Une fiche descriptive. 1614 Birch Lane. Bungalow de 3 chambres, 130 mètres carrés, construit en 1962. Parquet en bois massif, cheminée d'origine, garage indépendant. Vente sur saisie. Prix de vente, 112 000 €. Nous gérons cette clôture, a annoncé Maxine. Propriété de la banque, pas de chaîne de vente, titre de propriété vierge. L'évaluation est tombée hier à 148 000 €. Si quelqu'un a du cash et une préapprobation, ça pourrait être conclu en une semaine. Elle m'a regardé. Elle n'a rien ajouté d'autre. Elle n'en avait pas besoin. La maison était sur le marché depuis 41 jours. 2 offres précédentes étaient tombées à l'eau. L'une à cause du financement, et l'autre à cause d'un rapport d'inspection, qui avait refroidi l'acheteur. La banque qui la possédait, voulait retirer la propriété de ses livres. Ils accepteraient une offre nette avec preuve de fonds, et concluraient aussi vite que le travail sur les titres le permettrait. Et le travail sur les titres, était déjà fait. Car Lakewood l'avait préparé, pour les 2 premières offres qui s'étaient effondrées. Mon compte de courtage chez Fidelity contenait 78 000 €. 3 années de virements automatiques, à partir du salaire dont mes parents n'avaient jamais connu le montant total. Ils avaient vu le compte d'épargne à la First National grimper à 47 000 €, et avaient cru que c'était tout. Ils n'avaient jamais posé de questions sur le reste, parce qu'ils n'avaient jamais imaginé, que leur fille gratte-papier puisse avoir un reste. Ils ne l'avaient jamais imaginé, parce que Franck avait passé 28 ans, à me répéter que tout ce que je gagnais appartenait à la famille. Et il ne lui était jamais venu à l'esprit, que j'ai pu cesser d'y croire. Perry m'a mis en contact avec un courtier en prêts hypothécaires, qui a fait les calculs le vendredi après-midi. 78 000 € d'apport, sur un achat à 112 000 €. Un prêt de 34 000 €. Une mensualité de 287 €, incluant les taxes et l'assurance. Mon loyer à la rue Mille était de 850 €. L'opération ne tenait pas seulement la route. Elle me souriait. La préapprobation est arrivée le samedi matin. L'offre a été déposée le samedi après-midi. La banque a accepté le lundi à 10 h. Maxine s'est occupée elle-même de l'entièrcement. Car lorsqu'un employé achète un bien par l'intermédiaire de sa propre entreprise, il doit se retirer entièrement du dossier. Maxine a effectué la recherche de titres, préparé la déclaration de clôture, coordonné avec le gestionnaire d'actifs de la banque, et réservé le notaire. Mon nom figurait sur l'acte de propriété, et non sur aucun des documents de traitement. L'acte a été enregistré à 15h47. À 16h, un lundi après-midi, 7 jours après que je me sois tenu sur un trottoir à regarder des sacs poubelles sous la pluie, j'avais une maison. Mon nom sur l'acte, ma signature sur les documents de clôture, ma clé dans la main. La clé d'une porte, que seul un nom pouvait verrouiller. Mais il y avait encore une chose dont j'avais besoin, et elle trônait sur une étagère, au 1847 Winslow Drive. J'ai conduit jusqu'à la maison de mes parents, à 18h30 ce soir-là. La lumière du porche était allumée. Le pick-up de Kirk était garé dans l'allée. La voiture de ma mère, stationnée derrière. La fenêtre de la cuisine diffusait une lueur jaune. À travers elle, je pouvais apercevoir la table où j'avais pris 9000 repas, et essuyé 9000 remarques. Sur ma posture, mes notes, mon poids, mes choix, ma voix.
La porte d'entrée n'était pas verrouillée. Elle ne l'était jamais, car Frank Caldwell croyait que sa maison était une forteresse, et que personne n'oserait y pénétrer sans sa permission. La maison en céramique était sur l'étagère du couloir, exactement là où je l'avais laissée 4 ans plus tôt, le jour où j'avais emménagé rue Mill. Ma mère ne l'avait jamais déplacée. Elle avait épousseté tout autour. De la même façon qu'on époussette autour d'une chose que l'on ne peut jeter, mais qu'on refuse de reconnaître. Je me suis avancé vers l'étagère. Ma main s'est refermée, sur la maison en céramique. Le vernis était frais sous mes doigts. Repose ça. La voix de ma mère provenait de l'encadrement de la porte de la cuisine. Elle tenait un torchon. Kirk était derrière elle, appuyé contre le réfrigérateur. Frank était à table, ses lunettes de lecture sur le nez, le journal ouvert sur une page qu'il ne lisait pas. C'est à moi, maman. Rien dans cette maison n'est à toi. Tu as renoncé à tes droits sur tout ce qui se trouve ici, quand tu as passé la porte. J'ai posé la maison en céramique sur le comptoir de la cuisine. Non pas parce qu'elle me l'avait ordonné, mais parce que j'avais besoin de mes 2 mains libres, pour ce qui allait suivre. Je ne suis pas parti. Vous m'avez mise à la porte. Vous avez gelé mon compte en banque. Vous avez payé Sal Benedetto 1500 € en liquide, pour qu'il change les serrures de mon appartement, pendant que j'étais au travail. Nous avons fait ce que n'importe quel parent ferait, pour un enfant qui refuse de rentrer à la maison. Elle a posé le torchon sur le comptoir. Tu vis seul, dans une boîte louée, à brasser de la paperasse sur un bureau. 28 ans. Pas de mari. Pas d'enfant. Ta grand-mère a eu pitié de toi, quand elle t'a offert cette petite maison. Ce n'était pas de la fierté, Ivy. C'était de la pitié. Car elle savait que tu n'en aurais jamais une vraie. Les mots ont atterri là où ils visaient. En plein cœur. Sur la photo de Clara, qui se trouvait toujours dans un sac poubelle, dans le coffre de Maxine. Sur chaque année que j'avais passée à prouver que je pouvais être indépendante, pour m'entendre dire que mon indépendance était un échec. Frank a plié son journal. Ta mère a raison. Cette expérience de ta part a assez duré. Reviens habiter ici. Paie un loyer. Contribue, comme un membre de la famille. Tu peux prendre la chambre du fond. Kirk a souri. Kirk souriait toujours, quand quelqu'un d'autre se faisait réprimander. Parce que cela signifiait que la correction ne lui était pas destinée. Non, ai-je répondu. Pardon? Frank s'est penché en avant. Non, je ne reviendrai pas vivre ici. Je ne paierai pas de loyer ici. Je ne contribuerai pas à un foyer qui a volé 23 412 € sur mon compte épargne pendant 6 ans, puis a gelé ce qu'il en restait. Le silence s'est abattu sur la cuisine. La main de Frank s'est figée sur le journal. Les doigts de Denise se sont crispés sur le bord du comptoir. Je ne sais pas de quoi tu parles, a affirmé Frank. Oh que si, tu le sais, papa. 200 € en mars 2020. 400 € en juillet 2021. 1100 € de retrait que je n'ai jamais autorisé. Tous effectués par des co-titulaires? Qui ont utilisé l'accès qu'ils avaient configuré quand j'avais 16 ans. Ça fait 23 412 €. Mon avocat a les relevés. La commission bancaire de l'État en aura une copie d'ici vendredi. Tu mens, a lancé Denise, depuis l'autre côté du comptoir. Nous n'avons jamais pris un centime sur ce compte. Tu as pris 1100 € en décembre dernier. Maman. 3 jours avant Noël, la semaine même où tu as acheté les pneus neige de Kirk, et payé le plombier pour la salle de bain de l'étage. J'ai le reçu de retrait. Il porte la signature de papa. La cuisine s'est complètement immobilisée. Kirk a bougé, contre le réfrigérateur. Son regard a fait des allers-retours entre ses parents. Frank s'est levé. Cet argent était de l'argent de famille. C'est nous qui l'avons déposé. Nous avions le droit de le retirer. Tu n'as pas déposé un seul euro sur ce compte, après mes 18 ans, papa. Chaque dépôt après 2016 provenait de mon salaire chez Lakewood Title. Tu peux vérifier. La banque l'a déjà fait. Kirk s'est éclairci la gorge. Peut-être que tu devrais juste laisser tomber, Ivy. Ce n'est pas comme si tu te servais de tout ça. Kirk. Ces 62 000 € de prêts étudiants, que papa a couverts avec une seconde hypothèque, c'était aussi mon argent.
Chaque retrait qu'ils ont fait sur mon compte a servi à te maintenir dans le confort. Tu as 25 ans, tu vis sans payer de loyer. Tu conduis un pick-up à 14 000 € que maman et papa ont financé avec une deuxième hypothèque sur cette maison. Une hypothèque sur laquelle ils ont 4 mois de retard. Alors, avant de me dire de laisser tomber, demande-toi peut-être, pourquoi tes parents ont dû voler leur fille? Pour financer leur fils. Le visage de Kirk s'est transformé. Son attitude décontractée contre le réfrigérateur s'est raidie en quelque chose de figé. Il ignorait tout de la seconde hypothèque. Il ignorait les retards de paiement. Il ignorait que le pick-up garé dans l'allée était lié à une dette qui engloutissait la maison. Le visage de Frank a viré au rouge depuis le col, comme toujours quand la pièce cessait d'être d'accord avec lui. J'ai plongé la main dans mon sac. J'en ai sorti une seule feuille de papier. Une copie certifiée conforme, d'un acte de garantie. Enregistré cet après-midi-là. Adresse de la propriété, 1614 Birchland. Bénéficiaire, Ivy Caldwell. Prix d'achat, 112 000 €. Je l'ai posé sur la table de la cuisine. Sur le journal de Frank. Face vers le haut. L'atmosphère de la pièce a changé. Pas la lumière. Pas la température. Pas le son. L'équilibre. Quelque chose dans l'air s'est modifié. De la même façon que la pression change, avant un front météorologique. Et tout le monde dans cette cuisine l'a ressenti. Une minute s'est écoulée. Ma mère a pris l'acte. Elle l'a lu. Ses lèvres ont remué sur l'adresse, sur mon nom, sur le prix d'achat. Son visage a traversé une émotion que je ne lui connaissais pas. Sa mâchoire serrée s'est détendue. Ses lèvres pincées ont tremblé. Ses yeux se sont remplis de larmes. Et ces larmes n'étaient ni du chagrin, ni de la fierté. C'étaient les larmes d'une femme, qui venait de réaliser que le verrou qu'elle avait posé sur la porte de sa fille, ne l'avait pas enfermée. Ce verrou, l'avait elle-même exclue de tout. De l'argent. De l'obéissance. De l'avenir qu'elle avait planifié, où sa fille revenait à la maison, brisée et reconnaissante. Denis s'est assis sur sa chaise, a posé ses 2 mains à plat sur la table, et a pleuré sans faire de bruit. 3 minutes plus tard, Frank a pris l'acte. Il l'a tenu à bout de bras. De la même façon qu'il tient les choses, quand il ne veut pas qu'elles soient vraies. De la même façon qu'il avait tenu l'avis de saisie, le mois dernier. Ses mains tremblaient. Le papier a crépité contre son pouce. « Qu'est-ce que tu as fait ?» a-t-il crié. Le cri a percuté le carrelage, et a rebondi. Kirk a tressailli. Denise n'a pas levé les yeux. « Qu'est-ce que tu as fait, Ivy? Où as-tu eu cet argent? Qui t'a donné ça? » Personne ne m'a rien donné, papa. Je l'ai gagné. Je l'ai épargné, sur un compte dont tu ignorais l'existence. Parce que j'ai appris il y a bien longtemps qu'aucun compte à ton nom n'était en sécurité. J'ai conclu l'achat de cette maison aujourd'hui. Mon entreprise a géré l'entièrcement. Ma patronne a géré la recherche de titres. Mon avocat a géré la clôture. Le même avocat, qui dépose une plainte pour expulsion illégale contre Sal Benedetto. Et un rapport de fraude à la consommation contre toi et maman, auprès de la commission bancaire de l'État. Le visage de Frank a eu une réaction inédite devant sa famille. Sa bouche s'est ouverte. Et est restée ouverte. Son menton est tombé. Ses mains, qui tenaient toujours l'acte, se sont abaissées lentement, jusqu'à ce que le papier touche la table. Ses épaules d'un homme qui avait supervisé 30 ouvriers dans une usine pendant 22 ans, se sont affaissées vers l'avant. Comme si la charpente avait cédé. La couleur a déserté ses joues. Il a regardé Denise. Denise n'a pas soutenu son regard. Elle pleurait toujours. Elle n'avait pas cessé depuis la première minute. Tu as dit que grand-mère m'avait offert cette maison en céramique par pitié, ai-je déclaré. Et ma voix n'a pas tremblé. Grand-mère était la seule de cette famille, à croire que j'aurais mes propres murs. Elle avait raison. Où sont tes murs? Papa? 4 mois de retard sur une seconde hypothèque de 78 000 €, que tu as contracté pour couvrir les prêts étudiants et le pick-up de Kirk. 1800 € par mois. Que tu n'arrives pas à payer. Un avis de saisie déposé il y a 6 semaines. Tu ne m'as pas mise à la porte. Parce que tu voulais que je sois obéissante. Tu m'as mise à la porte,
parce que tu avais besoin de mon argent pour sauver ta maison. La maison que tu es en train de perdre, à cause du fils qui se tient juste là, à sourire. Le sourire de Kirk avait disparu. Il a regardé son père. Il a regardé sa mère. Il m'a regardé. Puis il a regardé ses chaussures. Voici ce qui est terminé. Papa. Ma voix est restée neutre. Le compte d'épargne. L'accès en tant que co-signataire. L'appartement où je ne retournerai jamais. Les appels auxquels je répondais. Les dîners que je subissais. Les réprimandes que j'encaissais. Tout ça. C'est terminé. Non pas parce que tu m'as mise à la porte. Mais parce que tu m'as volé pendant 6 ans, en appelant ça faire ton travail de parent. Tu as gelé mes économies, changé mes serrures. Et tu as appelé ça faire ton travail de parent. Voici mon acte de propriété, mon nom. Mes murs. Appelle ça comme tu veux. J'ai repris la maison en céramique, là où je l'avais posée sur le comptoir, quand Denise m'avait dit de la lâcher. Je l'ai enveloppée dans le torchon, celui avec l'imprimé de tournesol délavé, qui pendait à la poignée du four depuis avant la mort de Clara. Je l'ai glissé dans mon sac. Je suis sorti par la porte de la cuisine, derrière moi. La voix de Franck. Plus douce maintenant, plus petite. D'accord. On est allé trop loin. On va débloquer le compte. Rentre à la maison. Reviens habiter ici. On peut redevenir une famille. Tu peux garder ta petite maison, et payer un loyer ici aussi. La porte moustiquaire s'est refermée. Les marches du Porsche ont grincé. Le moteur du pick-up a démarré dans l'allée, et les phares ont balayé la façade du 1847 Winslow Drive. Une maison, qui serait la propriété d'une banque dans 4 mois. J'ai failli arrêter le pick-up. Non pas à cause de ce que Franck avait dit, mais à cause de Denise. Parce qu'elle était toujours assise à cette table, les 2 mains à plat et le visage baigné de larmes. Et une part de moi, la part qui avait 9 ans et qui voulait que sa mère lui dise quelque chose de gentil, a failli enclencher la position parking, et faire demi-tour. Mais la maison en céramique, était dans le sac sur le siège passager, et la voix de Clara, résonnait plus fort que le silence de Denise, personne n'aura le droit de t'en prendre la clé. Le pick-up a quitté l'allée. Il n'est jamais revenu. Jeudi, 10e jour. First National Credit Union. Perry Schaffer avait envoyé la lettre, le lundi. Dès le jeudi, Terry Bowen avait organisé une réunion. Elle a demandé à ce que tous les titulaires du compte soient présents. Franck et Denise étaient assis d'un côté du bureau de Terry. Moi, de l'autre. Perry se tenait derrière moi, avec un dossier. Monsieur et Madame Caldwell, a commencé Terry, nous avons terminé l'examen de la suspension pour activité suspecte, que vous aviez placée sur ce compte. Cette suspension était fondée sur l'allégation selon laquelle le compte était consulté à l'insu du titulaire principal. Nos registres montrent que tous les dépôts effectués sur ce compte depuis 2016 proviennent de l'employeur de Mademoiselle Caldwell, Lakewood Title and Escrow. Les retraits signalés dans la plainte de Mademoiselle Caldwell, totalisant 23 412 € sur 6 ans, ont été effectués en utilisant votre accès de co-signataire. C'est de l'argent de la famille, a rétorqué Franck. C'est nous qui avons ouvert ce compte. C'est nous qui lui avons appris à épargner. Nous avons un droit sur ce compte. L'accord de compte accorde un accès, a précisé Terry, mais pas la propriété des fonds, déposés par une tierce partie. À compter d'aujourd'hui, l'accès co-signataire a été révoqué, conformément à la demande écrite de Mademoiselle Caldwell. La suspension a été levée. Le solde de 47 000 € est à la disposition immédiate de Mademoiselle Caldwell. C'est du vol, a lancé Franck, plus fort cette fois. Vous laissez ma propre fille voler sa famille. Monsieur Caldwell, je dois vous demander de baisser la voix. Je ne baisserai pas la voix, dans une banque qui est en train de me voler. 2 caissières derrière le comptoir, ont interrompu leur travail. Un client dans la salle d'attente, a tourné la tête. Terry a appuyé sur un bouton sous son bureau. Monsieur Caldwell, la sécurité a été prévenue. Si vous ne baissez pas la voix, je vais devoir vous demander de partir. Franck s'est levé. Sa chaise a raclé le sol. Denise a tendu la main vers son bras. Il l'a repoussée. Il m'a regardé de l'autre côté du bureau, et dans ses yeux, il y avait quelque chose au-delà de la colère.
C'était le regard d'un homme, qui venait de découvrir que l'enfant pour lequel il avait construit une cage, avait appris à en crocheter la serrure de l'intérieur, et était parti avec les plans. Il avait passé 28 ans, à croire que le contrôle, était la même chose que l'amour. Et la banquière venait de lui en montrer la différence, sur un relevé de 19 pages. Tu vas le regretter, a lâché Franck. Pas à moi, mais à la pièce. Ovide. À quiconque voulait bien l'entendre. Mais personne n'écoutait. Les caissières étaient retournées à leurs écrans. Le client était parti. Terry fermait le dossier. Et Denise signait le formulaire qui retirait son nom du compte, la main tremblante à chaque lettre, le stylo avançant si lentement, qu'on aurait dit qu'elle écrivait sous l'eau. La sécurité a accompagné Franck jusqu'à la porte du hall. Il a suivi sans résister, mais il s'est retourné une fois, et a jeté un dernier regard vers le bureau, où sa fille était assise avec son avocat. Ce regard a duré 3 secondes. Puis la porte vitrée s'est refermée entre eux, et le hall l'a englouti. Si cette histoire vous a marqué, assurez-vous d'être abonné à Le Coin Reddit. Partagez-la avec quelqu'un qui a toujours été le silencieux de la famille. Parce que, parfois, les personnes silencieuses ne le sont pas parce qu'elles n'ont rien à dire. Elles le sont, parce qu'elles élaborent un plan. Les retombées, se sont manifestées à 3 niveaux. Et chacune d'entre elles, fut une scène dont quelqu'un a été témoin. Le volet financier, a frappé dans la semaine. Perry a déposé la plainte pour expulsion illégale, contre Sal Benedetto, auprès de l'autorité du logement de l'État. La plainte détaillait le pot de vin de 1 500 € en liquide, l'absence de toute ordonnance du tribunal, et le fait que mon bail était à jour, avec 0 retard de paiement en 4 ans. La licence de gestion immobilière de Sal, a été suspendue en l'attente d'un examen. Il a été sommé de restituer le pot de vin de 1 500 €, et de payer les frais de relogement s'élevant à 3 200 €, soit le montant total du dépôt de garantie dû en vertu du bail. Sal n'a pas contesté. Il a fait le chèque dans les 10 jours, avec la précipitation d'un homme, qui sait ce qu'il a fait, et qui veut que la paperasse s'arrête. Les locataires du 412 rue Mille, ont reçu une lettre du propriétaire de l'immeuble. Une autre société de gestion, s'occuperait désormais de leur dossier. Le nom de Sal, a été retiré de la boîte aux lettres le vendredi suivant. La plainte pour fraude à la consommation, contre Franck et Denise, est arrivée à la commission bancaire la semaine suivante. Un enquêteur a été nommé. Les 23 412 € de retrait non autorisés, ont été documentés et signalés. Franck a engagé un avocat, dont la provision s'élevait à 5 000 €. Un argent qu'il n'avait pas, puisé dans cette même pension qui peinait déjà à couvrir la seconde hypothèque. L'enquête, s'est poursuivie tout au long du mois de septembre. Franck a cessé de répondre aux appels provenant de numéros qu'il ne connaissait pas. Denise n'a plus jamais remis les pieds à la First National. Elle a ouvert un nouveau compte dans une autre banque, à l'autre bout de la ville. Comme si le bâtiment lui-même était le problème, et non les signatures sur les formulaires à l'intérieur. Le volet social, s'est diffusé par les canaux que les petites villes utilisent à la place des journaux. Terry Bowen ne faisait pas de commérage. Mais le client dans la salle d'attente, qui avait vu Frank Caldwell se faire escorter hors de la First National par un agent de sécurité, était marié à une femme, qui faisait du bénévolat aux côtés de Denise au bureau de la paroisse. Dès le dimanche, l'histoire circulait dans 3 conversations par SMS. Personne n'a affronté Denise directement. Ce n'est pas comme ça que ça marche, dans une ville où tout le monde connaît tout le monde. Au lieu de cela, les invitations se sont raréfiées. Les emails du comité ont cessé d'inclure son nom. Le pasteur a appelé et lui a demandé si elle voulait prendre un peu de recul. Et la façon dont il l'a formulé, a clairement fait comprendre que la suggestion n'était pas facultative. Denise a cessé de faire du bénévolat, à l'accueil de l'église. Elle est restée à la maison le dimanche, pour la première fois en 19 ans. Franck ne l'a pas remarqué. Parce que Franck avait cessé de sortir de la maison, pour autre chose que les courses. Kirk a quitté la maison des Caldwell, 12 jours après la confrontation dans la cuisine. Il n'est pas parti loin. L'appartement d'un ami dans les quartiers est. Un 2 pièces avec un canapé convertible, et une place de parking où son pick-up entrait à peine. Il ne m'a pas appelé. Il n'a pas appelé Franck. Il a fait 2 sacs, et a laissé sa clé sur le comptoir de la cuisine, à côté de l'avis de saisie qui était arrivé le matin même. Dans une enveloppe certifiée, dont Kirk avait signé l'accusé de réception sans la lire. Le pick-up avec lequel il est parti,
était celui que ses parents avaient financé en hypothéquant leur maison. Et ni le pick-up, ni le fils, n'allaient revenir pour aider à payer les mensualités. Le volet émotionnel est celui auquel je pense, certains soirs. 3 semaines après l'incident à la banque, Maxine m'a dit qu'elle était passée par Winslow Drive, en se rendant à une signature. Elle a raconté que la lumière du Porsche était éteinte en plein après-midi. La pelouse n'avait pas été tondue, depuis ce qui semblait être 3 semaines. La voiture de Denise était dans l'allée, mais les rideaux étaient tirés à 14 h un mercredi. La maison avait l'air occupée, comme l'est une salle d'attente. Il y avait des gens à l'intérieur, mais personne ne vivait. Personne ne faisait de bruit, personne n'ouvrait les fenêtres. L'étagère dans le couloir, où la maison en céramique avait siégé pendant 4 ans, affichait désormais un rectangle net de bois clair, entouré de poussière. Le contour d'une chose qui avait été là, et qui n'y était plus. Denise n'avait pas fait la poussière, depuis la nuit où sa fille l'avait emportée. Elle n'avait pas touché à l'étagère du tout. Le rectangle était une blessure en forme de petite maison, et elle passait devant chaque matin sans baisser les yeux. Nous sommes en septembre maintenant. L'audience pour la 2e hypothèque est prévue en octobre. Frank n'a effectué aucun paiement depuis mai. La maison du 1847 Winslow Drive vaut environ 285 000 €. Mais les 2 hypothèques combinées s'élèvent à 196 000 € et continuent de grimper avec les frais et les pénalités. Les chiffres ne sont pas compliqués, ils sont simplement lourds. Et la fille qui avait l'habitude de les porter ne répond plus au téléphone. Denise a supprimé son compte Facebook, la semaine suivant l'incident de la banque. Le pick-up de Kirk est garé devant l'appartement de son ami, avec un quart de réservoir d'essence, et aucun plan pour la suite. Frank appelle sur le fixe de la maison à Birchland 1 fois par semaine. Chaque dimanche à 18 h. À l'heure même, où commençait le dîner à Winslow Drive. Le téléphone sonne 4 fois, et bascule sur le répondeur. Il ne laisse pas de message. Il n'a pas laissé de message depuis 5 semaines, mais il appelle chaque dimanche à la même heure. Parce que Frank Caldwell a toujours cru aux emplois du temps. Même quand cet emploi du temps a cessé d'avoir un sens. Le 1614 Birchland possède un parquet en bois massif qui grince dans le couloir, et une cheminée qui fonctionne. L'ancien propriétaire n'a rien laissé derrière lui, si ce n'est des murs propres, et une boîte aux lettres dont la porte est cabossée. Il n'y a pas encore de meubles dans le salon. Un mètre ruban est posé sur le sol, étiré le long du mur sud, parce qu'une bibliothèque est en projet. La bibliothèque sera construite à la main. Non pas parce que c'est moins cher. Mais parce que la femme qui vit ici veut savoir que chaque étagère de sa maison a été mesurée, coupée et placée par quelqu'un qui a choisi d'être ici. Sur le manteau de la cheminée, une petite maison en céramique, peinte à la main. Le vernis est frais le matin, et tiède l'après-midi. La lumière rasante filtrant par la fenêtre ouest vient frapper la minuscule porte peinte, et pendant quelques minutes chaque soir, la porte s'illumine. La clé de la porte d'entrée est suspendue à un petit crochet en laiton. Le crochet a été dévissé du mur au 412 rue Mill, avant que Sal ne puisse le jeter. Il accueille aujourd'hui une nouvelle clé. Une clé pour une porte, que personne d'autre ne peut verrouiller. Le téléphone est posé sur le sol, à côté du mètre ruban. L'écran est noir. Pas en silencieux. Pas face contre terre. Simplement inutile. Clara avait raison. Les murs sont à moi, et personne n'a le droit d'en prendre la clé.